Bonjour à tous, merci pour l'invitation et puis merci de m'avoir, challengé à clôturer cette matinée avec un sujet, joyeux. Donc on va essayer de rendre ça un petit peu plus, léger et je me suis fait aider, de quelques bébés bien connus d'une eau, fameuse des Alpes pour ne pas la citer. Alors, déjà, faut replacer un petit peu le contexte et on va essayer de répondre finalement sur cette intervention aux questions qu'on peut se poser en préhospitalier sur la mort inattendue du nourrisson. On n'en fait quand même pas énormément, on va pas se mentir, et je vous montrerai un petit peu les chiffres français. C'est fort heureusement quelque chose d'assez rare finalement. Alors déjà, la mort inattendue du nourrisson, de quoi on parle? La mort inattendue du nourrisson, déjà, c'est une catégorie d'âge, c'est-à-dire que ce sera les enfants de moins de 2 ans, et il faut que ça réponde à cette définition de mort brutale d'un nourrisson, alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait la laisser prévoir. Donc la définition, elle est assez pratique. Et il faut savoir que c'est une entité OMS, d'accord? La différence entre la mort inattendue du nourrisson et la mort subite du nourrisson, c'est que la mort subite du nourrisson, c'est vraiment une catégorie diagnostique qui va concerner uniquement les décès survenant avant l'âge de 1 an. D'accord? Donc on est bien sur deux entités un petit peu différentes, une classification OMS et une catégorie diagnostique. Donc là, on va parler de mort inattendue du nourrisson. Et pour parler de mort inattendue du nourrisson, il faut déjà savoir un petit peu quand même la physiopathologie, surtout l'épidémiologie de ces fameuses morts inattendues. Donc il y a un registre qui existe, c'est le registre des morts inattendues du nourrisson, c'est Nantes qui gère ce registre-là. Et en France, donc vous voyez, c'est surtout intéressant de voir dans le Grand Est, puisqu'on est en Grand Est, ce qui se passe. C'est à peu près 170 cas qui ont été recensés sur les 9 dernières années, puisque le registre commence depuis 2015. Donc si vous n'avez pas de chance, malheureusement, c'est 2 à 3 par an pour Reims, par exemple, qui est centre de référence. Et puis surtout, ce qui est dramatique dans cette pathologie, c'est que quand on regarde les tranches d'âge, 75% des décès concernent des enfants de moins de 6 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose de dur psychologiquement. Il va falloir à la fois être le référent des secours, on en reparlera un petit peu, mais aussi le référent parental. Et puis derrière, il va falloir aussi s'occuper de ces équipes, que ce soit au sein du SAMU, et s'occuper de ces équipes en préhospitalier qui interviennent sur ces patients-là. Donc sur le registre, c'est à peu près 2000 décès annuels, sur les 9 dernières années, donc 200 décès par an. Et donc vous voyez que la répartition, elle est un petit peu hétérogène sur la France, et on n'a pas tout à fait la même incidence en fonction du département et de la région dans laquelle on est. Sur les facteurs de risque, on est sur des choses très classiques. Ça va être le tabagisme pendant la grossesse, ça va être le tabagisme dit passif au sein du milieu familial, notamment chez les parents. Et puis on s'intéresse finalement, essentiellement, c'est au couchage de l'enfant. J'ai refait un petit peu le tour de la littérature, voir s'il y avait un petit peu de nouveauté sur la mort inattendue du nourrisson. Finalement, tout ce qui ressort, c'est ce fameux on-scene, donc sur le lieu d'intervention, le lieu de décès. Et en fait, on va regarder surtout la position lors du coucher, comment les enfants sont dans le lit, quelle est l'atmosphère, quel est l'environnement. C'est vraiment ce qui ressort. Et donc, quand on regarde, le couchage, c'est vraiment le plus important, avec un tiers des enfants qui étaient couchés soit sur le ventre, soit sur le côté. On a un tiers des enfants décédés qui partageaient leur lit avec les parents. Et dans 2 tiers des cas, on retrouvait que les enfants étaient couchés dans une literie à risque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle literie à risque? C'est tout ce qui est coussin, oreiller, lit adulte, tour de lit, etc., etc. Et toutes ces petites choses mignonnes, finalement, qu'on va mettre dans un lit. Les petits tours de literie, c'est les grosses peluches et tout ça, qui sont à bannir, finalement, pour essayer de prévenir au maximum cette mort inattendue du nourrisson. Voilà, donc j'ai fini sur le côté épidémiologie. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, par quoi ça commence? Le premier maillon, aujourd'hui, le titre du topo, c'est le rôle du SMUR sur la mort inattendue du nourrisson. Mais en fait, il y a un maillon à ne pas oublier dans tout ça, c'est finalement le maillon le plus fort, c'est le SAMU. Le SAMU, son rôle, il commence avec l'ARM. Et on oublie souvent les gens qui sont au bout du téléphone et qui vivent des traumatismes par procuration, finalement, parce qu'on fait du transfert via la voix, via l'ambiance, via les cris, via l'environnement. On est sur de la pathologie extrêmement stressante, aussi bien pour l'appelant que pour la personne qui va décrocher. Interroger un petit peu les ARM de ceux qui travaillent dans des SAMU sur justement ce stress post-traumatique réel qui existe sur les premiers décrocheurs. C'est une vraie entité qu'il faut reconnaître, et il faut aussi aller chercher ce premier maillon qui est l'assistant de régulation. Donc l'assistant de régulation, donc son travail bien sûr sur ce type de pathologie, on est sur du P0, donc départ réflexe avec un envoi de secours systématique. On enverra toujours un SMUR, on ne va pas se mentir, que ce soit un doute sur un décès récent, donc un arrêt cardio-respiratoire, ou sur un décès avéré.
quoi qu'il arrive, il y aura un envoi de SMUR. Le gros travail de l'ARM, ça va être justement d'essayer de faire cette différence entre le décès avéré et l'arrêt cardio-respiratoire récent. En cas de doute, quoi qu'il arrive, le bénéfice, il va au patient. Il faut faire de la RCP téléphonique, d'accord? On n'est pas très, très bon encore, sur la RCP téléphonique et il faut progresser. En cas de doute, RCP téléphonique. Ensuite, le deuxième maillon, c'est le médecin régulateur. Normalement, qui dit P0 dit pas forcément de régulation derrière. Il faut savoir que sur ce type de pathologie, la régulation médicale, elle doit être systématique. Il faut que le médecin soit en contact avec l'appelant, il faut que le médecin garde les gens au téléphone. Donc c'est extrêmement chronophage, hein, que ce soit pour l'assistant de régulation, que ce soit pour le médecin régulateur. Il faut absolument maintenir le contact avec l'appelant. Il faut essayer de faire redescendre cette tension au maximum pour essayer, notamment en cas de RCP téléphonique d'ailleurs, pour essayer, voilà, d'aller sur le meilleur soin possible en attendant les premiers secours. Et il y a une entité à laquelle on ne pense pas forcément, c'est protéger la fratrie. Éventuellement, s'il y a une fratrie, c'est pas forcément des enfants uniques, s'assurer au téléphone que les autres enfants ne soient pas présents dans la pièce, ça peut être extrêmement traumatisant, donc il faut protéger les fratries. Une fois que cette phase de régulation elle est faite, il y a la phase préhospitalière avec l'intervenant, le primo-intervenant, alors ça va souvent être les sapeurs-pompiers, puis le SMUR qui va arriver dans la foulée. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter pour le SMURiste qui va arriver, enfin l'équipe SMUR qui va arriver sur place, parce qu'on est vraiment en équipe. Il y a le premier cas de figure, c'est l'ACR récent. Donc là, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la RCP, hein. On débute la RCP, on fait ce qu'on sait faire très bien. Surtout, on ne laisse pas les parents seuls. Ils peuvent assister à la RCP, je le conseille pas forcément, mais ils peuvent. En tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas les laisser seuls. Vous disposez de secouristes, vous disposez de différents personnels avec vous. Ne laissez pas seuls les parents. Et c'est là que c'est difficile, c'est qu'il faut aller sur l'information. C'est presque de l'information en temps réel. On le fait pas toujours avec les témoins et les proches quand on fait de la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire. Là, il faut informer. Enfin, il faut pas faire du transfert, il faut pas faire de la sympathie, il faut être dans l'empathie, donc il faut informer. Le deuxième cas de figure, c'est le décès avéré. Bon, celui-là, je ne vais pas dire qu'il est plus facile, mais en tout cas sur la prise en charge à domicile ou sur les lieux de l'intervention, on ne va pas débuter de RCP, et s'il y a une RCP qui a été débutée, il faut la stopper, d'accord? Et quand on la stoppe, il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi aux parents ou aux témoins et aux secouristes également. C'est traumatisant pour les secouristes. Il y a vraiment toutes ces entités à prendre en compte. Donc, expliquer pourquoi est-ce que là, dans ce contexte, on va arrêter la RCP. Donc, une fois que cette prise en charge elle est faite, malheureusement, le topo concerne la mort inattendue. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas récupéré notre patient. Donc, on passe sur la phase d'annonce. Donc là, c'est la partie un peu moins gaie du topo. Il y a 2 cas de figure. Soit les parents sont présents, soit les parents sont absents. Lorsque les parents sont présents, il faut savoir leur expliquer, alors je ne suis pas là pour vous expliquer comment on fait une annonce, mais surtout il faut savoir leur expliquer que là, à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile, sauf cas vraiment évident, de donner la cause du décès, de donner l'étiologie du décès exact. Il faut savoir leur dire que les éléments à l'heure actuelle, à l'instant T, ils sont insuffisants pour avoir un diagnostic précis. On peut avoir des idées, des hypothèses, mais là, en l'état, rien ne permet de donner une affirmation sur le diagnostic du décès. Et puis ensuite, il va falloir accompagner les parents, parce que c'est là que va commencer malheureusement la première phase du deuil. Donc, il faut les accompagner vers l'enfant. Alors l'enfant, on le démédicalise, hein, on retire tout, les voies veineuses, les voies intra-os, l'intubation, tout, on retire tout. Et surtout, il faut leur expliquer qu'ils peuvent toucher l'enfant, ils peuvent avoir ce moment d'intimité avec l'enfant, c'est extrêmement important. Et il faut savoir s'effacer un petit peu, c'est des interventions qui sont extrêmement longues, et toujours rester disponible. La moindre interrogation, le moindre questionnement, savoir être présent, mais pas trop présent non plus. Et puis, il y a une attention particulière, on est vraiment dans l'intervention avec un cadre psychologique très particulier. Faire attention à l'état psychologique des parents, prévenir un acte un petit peu désespéré, et puis aussi s'intéresser à la fratrie quand il y en a une. C'est extrêmement important ce côté fratrie, et avoir les bons mots, expliquer les bonnes choses, et il y a un temps pour tout, et il faut prendre en compte l'âge des fratries. L'autre cas, c'est les parents absents. Alors les parents absents, c'est une entité encore différente et difficile, puisque, bon, bien sûr, il va falloir les contacter sans délai et par tous les moyens. On évitera de faire les annonces de décès au téléphone, ça, bon, c'est classique pour tout. On fera l'annonce de décès au téléphone seulement si la question est
clairement posées. Donc on va plus à expliquer qu'on est le médecin intervenant sur place avec l'enfant, etc. Il faut leur demander de venir, on a besoin de les voir, on a besoin de leur parler, car la situation est grave. D'accord? Bon, dans beaucoup de cas, on vous posera la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant... Là, malheureusement, vous n'aurez pas le choix, vous ne pouvez pas cacher les choses. Donc il faut agir avec tact, mais il faut savoir rester sincère, ne pas mentir. D'accord? Ça, on pourra vous le reprocher derrière. Et alors, la grande question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce que je mets un obstacle ou est-ce que je mets pas d'obstacle? L'obstacle, c'est vraiment quelque chose... il faut savoir pourquoi est-ce qu'on met un obstacle. Dans le cadre des morts, des morts inattendues du nourrisson, l'obstacle, il y a des recommandations qui existent. C'est la survenue du décès alors que l'enfant est confié à un tiers, lorsque les explications sont plutôt floues, contradictoires, le contexte nous paraît un petit peu étrange. On parlera du refus des parents du transport dans un second temps. Lorsqu'il y a des lésions suspectes au niveau cutané, de toute façon, ça va passer par un examen clinique de l'enfant qui est assez minutieux, même dès la phase préhospitalière. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet obstacle, il n'est pas systématique. Ne mettez pas un obstacle systématique. Si vous mettez l'obstacle, il faut savoir quelles sont les conséquences d'un obstacle médico-légal sur un certificat de décès, notamment dans le cadre d'une mort inattendue du nourrisson. Lorsque vous mettez un obstacle, il y a la police. De toute façon, sur cette intervention-là, il y a forcément les forces de sécurité intérieure qui sont présentes, dans un très grand nombre de cas en tout cas. Ça veut dire que là, on est potentiellement sur l'intervention d'un tiers, sur quelque chose de criminel. Donc, l'enfant, on ne le touche plus, on ne le voit plus, on n'y a plus accès. Il va être transporté. C'est traumatisant au possible pour des parents. On a eu plusieurs cas comme ça, nous-mêmes de RMM, sur des soins palliatifs ou des choses comme ça, où comme c'était une mort d'enfant, il y a eu un obstacle de mis. C'est traumatisant au possible. Donc, il faut savoir dans quelles conditions je dois mettre un obstacle et surtout ne pas avoir l'obstacle facile en se disant « ça va permettre l'autopsie ». Un obstacle, ça ne permet pas l'autopsie. Derrière, c'est le médecin légiste, c'est l'OPJ, c'est le procureur. S'il faut lever l'obstacle, ils vont le lever. Mais tant que l'obstacle n'est pas levé, l'enfant, il est protégé. Il y a toutes ces barrières qui se mettent en place. Et c'est là que vous faites vivre un véritable traumatisme aux parents. Donc ensuite, il faut savoir être objectif. C'est-à-dire qu'on met tous ces préjugés de côté. Attention notamment au milieu social, à l'environnement local. Ça, c'est pas une raison suffisante pour mettre un obstacle. D'accord? On peut avoir de la mort inattendue du nourrisson dans des familles à haut niveau social, avec des très belles maisons, etc., et avoir des gens qui s'occupent extrêmement bien de leur enfant, sans préjugés, avec un milieu socio-économique qui est pauvre. D'accord? Donc il faut savoir expliquer la procédure et les conséquences lorsqu'il y a un obstacle. Et si vous avez un doute, vous avez toujours moyen de joindre un légiste. Il y a des astreintes de légiste. Vous passez par le SAMU, passez par le 15, c'est enregistré, on a les contacts, on a les numéros de téléphone, donc passez par le SAMU. Sauf que votre travail ne s'arrête pas là. Et en fait, finalement, le travail il ne fait que commencer, notamment pour le médecin qui est sur place, parce que il va falloir faire tout ce travail d'inspection qui est extrêmement important, notamment pour l'enquête qu'il va y avoir derrière. Même si ce n'est pas une enquête judiciaire, il y a une enquête épidémiologique qui va être faite pour essayer de déterminer les causes de la mort. Donc il y a une fiche intervention, je vous montrerai juste après, c'est la fiche intervention HAS, qui doit obligatoirement accompagner l'enfant décédé. Elle va s'intéresser à l'enfant en lui-même, à l'environnement, aux circonstances, et ça va permettre aussi d'alimenter tout ce qui est veille sanitaire. Donc l'examen de l'enfant, il sera toujours déshabillé, ça je vais rien vous apprendre. On prendra une température rectale, on va rechercher des ecchymoses, des traces au niveau cutané. On n'oublie pas l'examen du siège, c'est très important chez l'enfant. Le troisième volet, c'est l'entretien avec les personnes présentes. Il y a plein de petites questions à leur poser. On va aller chercher le carnet de santé, obligatoire, et on le ramènera avec l'enfant. Et puis il y a une partie examen du lieu de décès. Donc ça ressemble à ça, avec toute la partie état civil, l'examen à l'arrivée des secours. Je ne vais pas tout vous détailler, elle est en accès libre sur Internet. Et puis normalement, ça doit équiper vos véhicules. Si ce n'est pas fait, essayez de le faire. Ça prend les gestes effectués par l'équipe médicale, l'environnement de l'enfant avant son décès. Et puis il y a tout ce côté inspection à domicile. Il faut aller voir la chambre, il faut aller voir le couchage, il faut aller voir l'endroit où on a retrouvé l'enfant, etc. pour répondre au maximum de questions. Parce qu'il n'y a que l'équipe intervenante qui va pouvoir répondre à ces questions. C'est pas, sauf enquête judiciaire derrière, mais une scène, ça peut être modifié, etc. Donc c'est une photographie finalement que vous allez faire grâce à cette fiche. Et c'est ça qui va permettre derrière d'aller sur l'épidémiologie et comprendre pourquoi est-ce que l'enfant est décédé. Donc l'enfant est décédé, très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je le laisse sur place, je le transporte. Le transport, il doit être systématique. D'accord? On ne laisse pas le choix, malheureusement. Là, c'est ce moment où il faut savoir être directif. Alors, le transport,
il faut savoir que le transport, dans la grande majorité des cas, en tout cas, il faut faire en sorte qu'il soit médicalisé et qu'il soit médicalisé directement vers le centre de référence de la mort inattendue du nourrisson. Ils sont tous référencés et dans tous les SAMU, il y a une procédure normalement. Si elle n'est pas faite, il faut la faire. Voilà, il faut une procédure entre le centre de pédiatrie qui est référent pour la mort inattendue du nourrisson et le SAMU, savoir à qui je m'adresse, comment je transporte et où est-ce que je transporte. Donc, c'est le SAMU qui va organiser le transport. C'est un transport médicalisé. On emmène les parents avec nous. D'accord. Il faut voilà, protéger cette intimité, ce noyau familial. La seule difficulté, c'est lorsque vous allez mettre un obstacle médico-légal. Lorsque vous mettez un obstacle médico-légal, soit l'enfant va rester sur place jusqu'à ce qu'il y ait un transport qui soit décidé avec voilà, le médecin légiste, l'OPJ et le procureur qui vont gérer la situation. Mais il y a aussi un versant où l'enfant va pouvoir être transporté directement de façon médicalisée vers le centre de référence, directement. Ça ne peut se faire que lorsque l'OPJ a été missionné et qu'il a fait part de la demande au procureur, et c'est le procureur qui va autoriser le transport de l'enfant dans un contexte d'obstacle médico-légal. Donc on alerte forcément le centre de référence, on passe par le SAMU, et puis il y a ce fameux certificat de décès. Donc le certificat de décès, il y en a 2 maintenant. Le certificat de décès infantile, ça c'est pour les enfants de moins de 1 an, et puis il y a le certificat classique bleu qui doit être établi pour les enfants strictement supérieurs à 1 an. Donc vous avez bien compris, c'est un sujet qui est vraiment pas facile, qui est rare, et tout ce qui est rare nécessite des procédures, de connaître les procédures, de savoir où retrouver les procédures, et surtout il faut savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Le SAMU, c'est la pierre angulaire, c'est lui qui gère l'appel, c'est lui qui va gérer l'intervention, c'est lui qui va gérer les contacts, c'est lui qui va gérer tout ce autour. Prenez soin, c'est vraiment le maître mot, des personnes qui décrochent, d'accord. Le stress et le traumatisme, il est extrêmement important pour les personnes qui décrochent. On fait un transfert très facilement. Le SMUR, c'est un rôle très difficile parce qu'à la fois, il est dans le rôle de secours, il est dans le rôle d'inspecteur et il est dans le rôle de référent parental. Donc vous avez cette multicasquette qui est très difficile à gérer sur les lieux d'intervention, et c'est des expériences qui sont traumatisantes et qui nécessitent des débriefings systématiques. D'accord. Donc les protocoles, ils doivent être rédigés. Ayez bien en tête que l'obstacle, il n'est pas systématique. L'obstacle, ça peut être un vrai piège et ça peut être vécu de façon extrêmement traumatique. Le débriefing, on en a parlé, on prend soin des équipes et surtout on accompagne les familles. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci Guillaume.